Bonjour. Madame Rachel, à vous. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, merci pour votre participation à cette interview. J'aimerais d'abord présenter les membres du panel. Il y a Christine Meta, ressources humaines au niveau de la FAO en RDC. Il y a aussi Pascal Madila, assistant le représentant de la FAO en RDC. Il y a aussi Magloire Grandin qui travaille au niveau du bureau sous-régional de la FAO à Brazzaville comme IT Support Officer. Et moi, je m'appelle Rachel Goura, spécialiste de gestion de l'information au niveau du siège de la FAO. Donc, une toute petite présentation du projet et du poste. La représentation de la FAO en RDC appuiera le Programme national de développement agricole avec un système d'information qui fonctionnera comme registre national d'agriculteurs et pour appuyer la distribution de paquets techniques à plus de 1,4 million d'agriculteurs pour améliorer leurs pratiques agricoles. Pour remplir ces fonctionnalités clés, la FAO va partager un système d'information existant avec le gouvernement de la RDC qui s'appelle IDEA, qui a été développé par la FAO par l'équipe auquel je suis affectée actuellement. Le système sera utilisé par un groupe divers d'utilisateurs tels que divers organes du gouvernement, des ONG nationales et des fournisseurs d'intrants, entre autres. Donc, nous cherchons actuellement un spécialiste de gestion de l'information au niveau de la FAO en RDC sur tout ce qui se chargera de l'administration, de la gestion et de la maintenance du système, ainsi que d'appuyer directement les utilisateurs finaux du système et autres parties prenantes qui auront accès. Donc, avec cette introduction, j'aimerais commencer avec la première question. Pouvez-vous vous présenter brièvement aux membres du panel? Quelles sont vos expériences avec les applications de collecte de données et systèmes de gestion de l'information dans le domaine humanitaire qui feront de vous le meilleur candidat? Vous avez 5 minutes pour répondre à la question. Merci Rachel et bonjour à toute l'équipe du panel. Donc comme ça a été présenté par Christine Meta, mon nom est Théophile Mouezé. Je suis du domaine de développement, gestion des systèmes d'information, base des données, système d'information géographique, suivi évaluation, bien entendu avec un background en gestion de projet. Donc, académiquement, je suis un informaticien de formation. Je dispose d'un master professionnel en développement des systèmes d'information et génie logiciel à MIT University de Dakar. Également, je détiens une licence en informatique de gestion de l'ISP Bukavu. Professionnellement, je veux dire que à 90%, j'ai travaillé dans l'industrie de gestion de l'information, analyse des données, suivi évaluation, depuis plus de 10 ans. Productif, je peux estimer. Et donc, avec cette expérience de plus de 10 ans dans l'industrie de gestion de l'information, analyse des données, j'ai acquis beaucoup d'expérience considérables, donc notamment dans la conception des applications mobiles, des bases de données utilisateurs desktop, développement et maintenance des solutions axées sur les données. Donc, je veux dire, allant de la collecte des données digitales à la production des rapports, mais aussi en mettant en place des tableaux de bord interactifs hébergés en ligne. Et ces tableaux de bord interactifs qui sont accessibles en ligne permettent de fournir des rapports et des informations exploitables qui permettent ou qui soutient la prise de décision à tous les niveaux, que ce soit au niveau du bailleur, que ce soit au niveau des agences d'exécution ou des ONG d'exécution de projets,
Ces rapports qui sont disponibles sur des tableaux de bord en ligne permettent vraiment aux décideurs, mais aussi aux partenaires de mise en œuvre, de prendre la décision sur les activités qui marchent ou qui ne marchent pas. Et c'est là vraiment, je l'ai fait de manière transversale dans plusieurs thématiques de développement et d'urgence, notamment des thématiques qui sont liées à la stabilisation et résilience, des thématiques qui sont liées, bien entendu, à la sécurité alimentaire et agriculture, à l'éducation, alphabétisation, protection de l'enfance, au WASH et assainissement, à la santé et nutrition, mais aussi, bien entendu, à l'assistance en articles ménagères. Pour résumer, être plus objectif avec ce que j'ai eu à réaliser dans ces 10 dernières années, je veux dire de manière active. Tout d'abord, maintenant, je fais partie de l'équipe suivi-évaluation du PNID, basée à Goma, où j'occupe le poste d'analyste en suivi-évaluation et nouvelles technologies de l'information et de la communication pour le développement. C'est un poste que j'occupe depuis près d'une année, que j'avais reçu par promotion. Au-delà de ça, je suis en fait un ancien expert en suivi-évaluation et ICT FODI au sein du pilier stabilisation et résilience du PNID. C'est un poste que j'ai occupé pendant près de 3 ans et où j'ai réussi à mettre en place une base de données interactive qui est hébergée en ligne et facilement accessible aux partenaires de gestion et de mise en œuvre, qui était un portefeuille de près de 15 millions de dollars. Et donc, au sein de cette équipe, j'ai réalisé beaucoup de succès. Notamment, on a eu plus de 20 organisations partenaires de mise en œuvre qui ont vraiment visiblement amélioré leurs compétences sur l'utilisation des nouvelles technologies pour la collecte et l'analyse des données. Et donc, au-delà de ça, j'ai également réussi à mettre au sein de la même équipe une plateforme en ligne qui s'appelle SMS Visual. En fait, c'est une plateforme qui est considérée aujourd'hui par les ministères du Plan comme étant la première plateforme en ligne pour la stabilisation en RDC qui permet de partager les données en lien avec tout ce qui est des dialogues démocratiques, la sécurité, la restauration de l'autorité de l'État, bien entendu, mais aussi la résilience et le renforcement économique des ménages. Avant de rejoindre les PNID, en fait, je suis un ancien spécialiste des bases de données et ICT FODI pour le département suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage du programme pays de l'ONG Catholic Relief Services, CRS en sigle. C'est un poste que j'ai occupé pendant près de 3 ans en soutenant la mise en place de différentes stratégies et outils numériques de collecte des données pour des projets multisectoriels. Et c'est là dans près de 14 bureaux provinciaux à travers la RDC. Au sein de la même organisation, Catholic Relief Services, j'ai également travaillé avec cette organisation comme point focal ICT FODI et gestionnaire des bases de données pour développer un système digital suivi-évaluation qui a permis de gérer un projet de sécurité alimentaire du bailleur de fonds USAID. Le projet s'appelait DFCI. Donc c'est un projet de sécurité alimentaire qui avait près de 44 000 bénéficiaires. Au-delà de ça, je suis aussi un ancien officier de suivi-évaluation dans un bureau d'études qu'on appelle SEGAR, Service d'études et gestion axée sur les résultats, basé à Bukavu, et où j'ai conçu et conduit des évaluations initiales, mi-parcours et final des projets de développement exécutés au site Kivu. Je suis également un ancien database manager à Caritas Développement à Bukavu, où j'ai été responsable du développement des bases de données pour différents projets, notamment des projets de monitoring de protection et médiation communautaire dans les communautés isolées du site Kivu. Il y a eu également un projet que j'ai soutenu pour le renforcement des capacités des survivants des violences sexuelles SGBV et réinsertion des ex-combattants dans 3 provinces, notamment les sites Kivu, Nord Kivu et Lituri. Je suis également un ancien database manager à Avocats sans frontières pour un projet Uhaki Safi où j'ai été en charge de la conception et bien entendu gestion des bases de données pour son programme pays. Pour citer, dans ma présentation, je voudrais vraiment mettre un accent sur 4 compétences clés pour lesquelles je me sens
être les meilleurs candidats pour ces postes de développeurs IT que la FAO cherche à recruter. Donc, en fait, avec tout ce que je viens de citer, je veux dire que mon parcours m'a doté des compétences pour coordonner et mettre en place des systèmes de suivi et évaluation digitale. Donc, allant de la mise en place des applications mobiles à l'analyse des données, diffusion et visualisation des données avec des plateformes interactives qui existent, notamment tout ce qui est utilisé. Premièrement, il y a cette capacité que je dispose de développer moi-même des tableaux de bord personnalisés, mais aussi il y a des outils actuellement qui existent comme Power BI, et il y a également Tableau Software qui peut faire la même chose. Également, sur base de compétences clés que j'ai citées dans mon parcours professionnel, je veux vraiment cette capacité de développer des bases de données dans un environnement complexe avec des projets multisectoriels. Les cas d'exemple que j'ai donnés, avec l'ONG catholique Relief Services où j'ai travaillé, j'ai eu à travailler avec eux en mettant en place vraiment une base de données transversale dans plusieurs thématiques, notamment dans l'agriculture, dans la résilience, dans les genres, dans la santé et nutrition, dans les WASH et même dans la gouvernance. Et donc, je dispose vraiment de fortes capacités transversales où j'ai touché presque toutes les thématiques en termes de projets de développement et d'urgence, où je vraiment fais les touches à tout. Au-delà de ça, je dispose de bonnes capacités pour faire des analyses statistiques et géospatiales des données, mais aussi la maîtrise avérée dans la conception des outils, suivi évaluation digitale, mais aussi au-delà de ça, ma capacité, je vais dire, des formateurs et d'enseignants, d'organiser des séances de capacitation de personnel de projet, des partenaires, sur la mise en place des outils suivi évaluation, notamment les théories des changements, les cadres des résultats, les cadres logiques, les outils de rapportage, les outils de suivi, et les outils de collecte de données numériques avec plusieurs plateformes. Je vous ai entendu parler de la plateforme IDEA qui a été développée par les sièges de la FAO. Mais dans mon parcours, de manière cumulative, j'ai eu également à mettre en place des systèmes de collecte de données, gestion et diffusion des données qui sont jusqu'à actuellement utilisés dans différentes ONG où je suis passé. Quand je fais la passation, j'assure vraiment cette compétence et je vais dire cette façon de faire ce qu'on appelle la continuité d'affaires. Même à mon départ, les systèmes n'aimaient pas. Théophile, je pense que c'est à temps, on doit continuer avec la prochaine question. Ok, merci Rachel. À Désolé. vous, Magloire. Ouais. Merci Rachel. Bonjour Monsieur Mwenze. J'espère qu'avec moi vous allez essayer d'être concis. On a en tout et pour tout 5 minutes, s'il vous plaît. Merci. Donc la question est la suivante et je vais la reprendre aussi. Ok. Pourriez-vous décrire brièvement les fonctionnalités et modules de base d'un système de gestion de l'information pour la gestion des données des bénéficiaires? Je reprends. Oui. Pourriez-vous décrire brièvement les fonctionnalités et modules de base d'un système de gestion de l'information pour la gestion des données des bénéficiaires? Merci, à vous la parole. Ok. Donc ici, il s'agit de décrire bien entendu les fonctionnalités des modules de base d'un système de gestion des bénéficiaires. Donc, je vais être vraiment un peu plus bref et me résumer en 5 points, bien entendu, ou 6 points. Tout d'abord, pour mettre en place un module d'un système de gestion des bénéficiaires, peut varier en fonction des besoins spécifiques pour chaque organisation, pour chaque projet. Madame Rachel m'a présenté un peu le projet de manière ramassée et j'ai compris de quoi il s'agit. Mais ici, je vais me résumer dans un cadre plus large où je dis d'abord que le premier module doit constituer un enregistrement. Et donc, ce module d'enregistrement va permettre à ce qu'on
on puisse enregistrer les bénéficiaires en collectant toutes les informations individuelles liées à leur identité personnelle. Je vais citer les noms, l'adresse, l'âge, le sexe, les statuts matrimonial, peut-être aussi l'état civil. Deuxième module, c'est le module de suivi. Donc, ce module va permettre de faire le suivi de l'évolution des bénéficiaires. Donc, suivant la périodicité qui est définie pour collecter les données. Ça peut être une périodicité mensuelle, semestrielle ou bien annuelle. Et donc, là, on va se rassurer, par exemple, si les bénéficiaires sont en train de recevoir les intrants qu'ils doivent recevoir ou bien tous les appuis qu'ils doivent avoir au sein du projet. Troisièmement, je vais citer le module d'évaluation parce que ça s'enchaîne de cette manière. À la de l'enregistrement au suivi, quand on a fait le suivi, on doit également évaluer. Donc, il faut aller à faire l'évaluation des besoins des bénéficiaires. Et ça va dépendre de critères pour lesquels on s'est fixé pour identifier ou bien cibler les bénéficiaires qui vont participer de manière active dans un projet. Ça dépend de la durée d'un projet à l'autre. Il y a généralement des projets d'une année, de 3 ans, de 5 ans, et même de 10 ans, si je peux me le permettre. Quatrièmement, il y a généralement donc le module qui peut servir pour suivre les distributions. Vous avez évalué les besoins des bénéficiaires et vous devez mettre à côté ce que je vais appeler un module de distribution. Donc, ce module va permettre à ce que vous puissiez gérer la distribution de tous les appuis ou bien de tout ce que les bénéficiaires doivent avoir pendant la durée du projet. Donc, ce module de distribution va vous permettre de savoir que, par exemple, on a 5000 bénéficiaires, ils ont reçu des intrants agricoles, par exemple des semences, et par exemple des engrais pour mettre dans leurs champs, et ainsi de suite. Cinquièmement, il y a le module communication. Avec ce module communication, vous devez vous assurer que, par exemple, vous êtes capable de recevoir les feedbacks des bénéficiaires. Parce que quand vous faites des distributions sur terrain, avec les bénéficiaires, généralement, les bénéficiaires ont besoin de faire les feedbacks avec les chefs de projet ou bien avec les bailleurs. Et c'est bien aussi de disposer de ce module communication qui va donc assurer le rôle de ce que moi je vais appeler la redevabilité et apprentissage. Donc, les bénéficiaires, nous sommes redevables vers eux. Et s'ils ont des informations à faire passer, on peut aussi disponibiliser de ces modules communication au sein d'un système de gestion de l'information. Ça peut se gérer à différents niveaux. Soit ça peut être avec une application mobile, ou bien soit ça peut se faire avec un numéro vert pour que les bénéficiaires appellent gratuitement. Sixièmement, pour cheater ou pas cheater, il y a les modules de reporting. On doit avoir, je veux dire, nécessairement ces tableaux de bord qui permettent de montrer qu'est-ce qui a été fait, qu'on a combien de bénéficiaires dans le système, on a combien de bénéficiaires qui sont éligibles pour recevoir des aides, on a combien de bénéficiaires sur lesquels on doit intervenir dans 3 mois, on a combien de bénéficiaires sur lesquels on doit intervenir sur 5 ans ou bien sur une année. Tout dépend. Et enfin, il y a donc, je vais citer par le module sécurité parce que c'est un module très important dans n'importe quel système de gestion, dans n'importe quelle application. Le module de sécurité est très important parce que nous collectons les données des bénéficiaires. Et généralement, il y a des données qui sont sensibles. Peut-être qu'on ne doit pas partager avec n'importe qui ou n'importe qui ne doit pas accéder. Et donc, on doit gérer vraiment bien ce module de sécurité en donnant des rôles d'accès aux personnes. Par exemple, les collecteurs de données, à quoi est-ce qu'ils doivent accéder dans les systèmes? Par exemple, moi, en tant que spécialiste ou développeur, moi, j'ai par exemple la même mise sur tous les systèmes. Par exemple, le personnel du projet, ils doivent accéder à quoi dans le système? Par exemple, les partenaires de mise en œuvre aussi, ils doivent accéder à quoi dans le système? Donc, en résumé, c'est ça les quelques modules, je pense, importants et transversaux que l'on doit disposer pour mettre en place un système vraiment d'information ou de gestion de bénéficiaires valide et qui peut produire des résultats. Merci à vous, cher Magloire. Merci, M. Mouinze. Vous avez fait pile 5 minutes parce que j'avais le chrono devant moi. Franchement, j'ai respecté les temps. Cher collègue,
Merci. Et c'est bon, je vais vous poser la troisième question. Elle est un peu longue. Oh my goodness, sorry. Alors, la troisième question, elle est là. Pourriez-vous expliquer un projet où vous avez été chargé de mettre en œuvre un système de gestion de l'information à un groupe diversifié d'utilisateurs ayant des capacités techniques et un intérêt varié pour l'utilisation du système? Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour promouvoir son utilisation et comment avez-vous réussi à surmonter ces difficultés? Je vais relire. Ouais. Pourriez-vous expliquer un projet où vous avez été chargé de mettre en œuvre un système de gestion de l'information à un groupe diversifié d'utilisateurs ayant des capacités techniques et un intérêt varié pour l'utilisation du système? Ok. Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour promouvoir son utilisation? Et comment avez-vous réussi à surmonter ces difficultés? Vous avez 5 minutes. Merci. Bon, en tout cas, j'avais l'intention de noter la question parce qu'elle est quand même longue. Mais quand même, je vais répéter Oui. ce que j'ai retenu de la question. Ok. D'écrire un projet, bien entendu, dans lequel, mes excuses, il y a un avion qui passe qui dérange. Ok, je pense là que c'est stable maintenant. Donc, si je vais écrire dans mon bloc-notes ici pour bien assurer que j'ai compris la question, il s'agit de décrire un projet dans lequel j'ai travaillé, où j'ai eu à mettre en place un système multi-utilisateur, si je comprends bien, et comment j'ai géré les rôles d'accès à chaque personne, mais aussi quelles sont les difficultés que j'ai eues et comment je les ai surmontées. Voilà. Laissez-moi répondre. Oui. Pourriez-vous expliquer Ok. un projet Oui. où vous avez été chargé Ouais. de mettre en œuvre un système Oui. de gestion de l'information Ouais. à un groupe diversifié d'utilisateurs Ouais. ayant des capacités techniques Ouais. et un intérêt varié Ouais. pour l'utilisation du système. Ok. Ok. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées Ouais. pour promouvoir son utilisation? Ouais. Et comment avez-vous réussi à surmonter ces difficultés? Ok. Merci. Merci. Vous avez 5 minutes. Merci, merci. Oui, je vais y aller directement avec le... J'ai fait plusieurs, je vais dire, je travaille dans plusieurs projets où j'ai mis des systèmes de gestion d'information qui cadrent vraiment avec la question, mais je vais y aller avec l'expérience la plus récente, avec les PNUD où je travaille, où donc je suis arrivé en 2020, et il y avait donc plusieurs projets qu'il fallait mettre en place, notamment des projets qui cadrent avec les dialogues démocratiques. Donc, c'est la stabilisation et résilience, sécurité, restauration de l'autorité de l'État, résilience et renforcement économique des ménages. Donc, à la base, j'étais chargé de mettre en place un système suivi-évaluation digitale
donc un système de gestion de l'information qui va permettre donc de rapporter à différents niveaux les données avec plusieurs partenaires de mise en œuvre. On a eu près de 20 partenaires de mise en œuvre, notamment des agences des Nations Unies et des ONG internationales et ONG locales, nationales. Et donc, la première chose, le système en question, ça s'appelait SMS Visual, c'est Stabilization Monitoring System. Et donc, j'ai eu à mettre en place le système en commençant par quoi? Et il fallait avoir je vais appeler un guide d'indicateur. Un guide d'indicateur qui détaille à chaque niveau les noms de l'indicateur, donc l'intitulé de l'indicateur, la définition de l'indicateur, la méthode de collecte de l'indicateur, la pertinence de l'indicateur, la méthode de calcul de cet indicateur, mais aussi les désagrégations applicables pour chaque indicateur. Là, je me résume à ça. Donc, à la base, j'ai les indicateurs, leur définition, leur méthode de calcul, leur désagrégation et leur pertinence. Après cela, je suis passé par faire valider en fait les guides d'indicateurs en question. Quand ça a été validé, je procédais à la digitalisation, donc la conception du système d'information qui va permettre de collecter les données avec toutes les 4 thématiques que j'ai citées, notamment dans les dialogues démocratiques, la sécurité, et bien entendu la restauration de l'autorité de l'État, et la résilience et donc renforcement économique des ménages. J'ai digitalisé les systèmes et comme c'est un système dans lequel plusieurs partenaires, comme vous l'avez dit, des utilisateurs ou groupes de personnes diversifiés dans votre question, on a eu plusieurs partenaires de mise en œuvre, plus de 20 dans les sites Kivu, dans le Nord Kivu, dans l'Ituri, dans les Tanganyika et dans l'espace Kasaï, qui utilisent les systèmes jusqu'à maintenant. Alors, chaque partenaire de mise en œuvre avait sa thématique propre. Et j'ai fait ce qu'on appelle, c'est un système d'information, base de données centralisée. Une seule application où chaque utilisateur doit accéder, n'est-ce pas, avec un accès limité à ce qui lui appartient ou aux activités qu'il doit faire. Je vais donner l'exemple. Par exemple, on a Cordate au Nord Kivu, on a Paul Institute, qui est également une ONG, mais aussi on a Alerte International, qui est également une ONG, et OIM, 4 organisations au Nord Kivu. Une organisation peut toucher une ou plusieurs thématiques, notamment les dialogues démocratiques, la sécurité, la restauration de l'État, ou tout comme une organisation peut toucher une seule thématique, mais dans la même base de données. Alors, sur base de leurs documents de projets et cadres logiques, j'ai digitalisé ce système d'information, bien entendu, en donnant des accès suivant les activités que chaque partenaire de mise en œuvre doit réaliser ou doit exécuter pendant une durée donnée. Généralement, les projets étaient sur une base de 3 ans et d'autres étaient sur une base de 2 ans ou une année. Alors, la mise en place de ces systèmes, je configurais en mettant des questions intelligentes, mais aussi des fonctionnalités intelligentes qui peuvent amener chaque utilisateur à n'accéder qu'à ce qu'il est appelé à voir suivant les activités qu'il mène dans sa zone donnée. Et donc, comme je l'ai cité aussi, c'est dans plusieurs provinces, dans plusieurs territoires où des partenaires exécutent des activités et utilisent ces systèmes d'information pour rapporter les données. Et c'est exactement sur une base semestrielle. Donc, c'est chaque 6 mois que les partenaires nous rapportent dans ces systèmes. Alors, ces systèmes en question, c'est même quelque chose que j'ai sur ma machine ici. Hein. Ça peut être facile pour moi de l'expliquer si je fais des démonstrations. Mais je vais y aller toujours par les explications. Alors, avec ces systèmes, j'attribue des noms d'utilisateurs par organisation. Donc, un nom d'utilisateur spécifique pour chaque organisation. Pas seulement un nom d'utilisateur, mais un groupe de noms d'utilisateurs pour chaque organisation. Par exemple, OIM, au Nord Kivu, nous évaluons, ils nous disent que, par exemple, ils ont besoin d'utiliser 20 tablettes. Et là, on va produire des noms d'utilisateurs exclusifs pour 20 utilisateurs de ces 20 tablettes. Et chaque partenaire, il va rentrer son nom d'utilisateur et son mot de passe. Et il va accéder exactement seulement aux activités qui concernent OIM. Et s'il n'a pas un nom d'utilisateur d'une autre organisation, par exemple, qui travaille dans les Kasaï,
il ne peut pas accéder aux informations, par exemple, je vais dire, des Search for Common Ground, avec qui on a travaillé dans les dialogues démocratiques dans les Kassai, n'est-ce pas? Donc, c'est de cette manière que je conçois ce système, d'abord, d'information, qui permet à un groupe diversifié de personnes de rapporter ou de collecter les données. Alors, j'ai également, je pense, expliqué les techniques et intérêts d'utilisation, parce que je citais qu'il y a plusieurs thématiques, notamment dans le dialogue démocratique, la sécurité, la résilience, et ainsi de suite. Alors, je vais y aller pour maintenant parler de ce qui est comme difficulté qu'on a rencontré dans l'utilisation et comment nous les avons surmontées. Donc, à la base, moi, en tant que spécialiste en développement des systèmes d'information, j'ai fait tout pour que quand je développe un système, qu'il soit, je vais appeler ça user-friendly, donc facile à utiliser. Facile à utiliser pour que, en tout cas, quelqu'un qui est sur terrain dans une zone reculée où il n'y a pas de connexion Internet et ne puisse pas s'ennuyer à utiliser un système avec beaucoup de menus et des menus peut-être qui ne l'amènent pas directement au formulaire qu'il doit remplir pour collecter les données. Je fais tout pour que le système vraiment soit facile à utiliser, que l'interface soit claire et que les modules dans lesquels il doit accéder pour enregistrer les données également soient accessibles. Alors, quelques difficultés qu'on a rencontrées sur le terrain, parce que généralement avec tous ces projets que j'ai cités, que nous soutenons avec les partenaires de mise en œuvre en tant que PNID, ce sont des projets qui sont exécutés dans des territoires isolés. Quand vous partez par exemple à Ituri, vous avez Djougou, vous avez Irumu, vous avez Mambasa. Ce sont des endroits où généralement l'accessibilité est difficile, n'est-ce pas? Et au-delà de cette accessibilité, vous allez retrouver que les opérateurs mobiles n'y sont pas présents ou à 50% ils sont présents et que la connexion Internet est difficile. Donc la première difficulté généralement pour le déploiement des systèmes d'information digitale, c'est d'abord évaluer les besoins et faire une analyse de l'existant. Comme je citais, avec les cas d'expérience des utilisateurs de mon système que j'ai mis en place pour les PNID et que les partenaires de mise en œuvre utilisent, tout d'abord, il y a ces problèmes avec la digitalisation. Et ces problèmes, c'est lié à quoi? C'est généralement des problèmes personnels. Si, en fait, au départ, les concepteurs du système n'ont pas pris le temps de former avec soin les utilisateurs, sur le terrain, on va retrouver des problèmes. Mais à mon niveau, étant déjà rodé et expérimenté dans le domaine, je prends le temps d'organiser une formation de maximum 7 jours pour les partenaires. Et là, il s'agit de quels partenaires? Ce sont les partenaires de mise en œuvre. Ça va être par exemple les chargés de suivi et évaluation, les chargés de projet, les analystes des données dans chaque organisation. Je les forme sur l'utilisation du système, à la de la collecte des données, à la visualisation, analyse des données, à produire même des systèmes d'information géographique. Et on essaie vraiment de faire cette formation pendant 7 jours pleins. Et au 7e jour, je suis censé faire l'évaluation de la formation. Et vraiment, je vais remettre tout le module que nous avons traité pendant les 7 jours pour que chaque formé, chaque participant à la formation puisse donner son avis si la formation a été excellente, si ça a répondu aux attentes, et ainsi de suite. Et on retrouve toujours des problèmes dans ce processus, je veux dire. Et donc, le problème aussi, comme je dis, c'est lié vraiment à la technologie. Il y a actuellement des personnes qui ne sont pas aptes à la technologie. Même si vous formez, vous insistez. Et là, je vais dire que généralement, il faut faire attention lors de la sélection. Par exemple, des collecteurs de données ou bien des utilisateurs du système, que ce sont des personnes qui ont les capacités et pas de personnes qu'on a recommandées qui viennent de gauche à droite et qui n'ont pas d'expérience, ou bien, même s'ils n'ont pas d'expérience, si on les forme, ils ne vont pas arriver. C'est pourquoi moi, je chute toujours par faire une évaluation pour savoir si réellement les participants à la formation sont capables d'utiliser les systèmes, sont capables de rapporter les données, sont capables de collecter les données à tous les niveaux. Donc, théorie moins aisée, je crois que entre-temps, les minutes se sont écoulées, les 5 minutes. Hein? Ouais, merci, merci madame. Donc, je pense avoir donné un peu les réponses à
bon, à la question globalement, allant de l'expérience du système que j'ai eu à mettre en place jusqu'à toutes les difficultés et comment je les ai surmontées pour assurer que le système est fonctionnel. Merci, Madila, à vous. Merci beaucoup, Monsieur Moïse. Monsieur Moïse, nous allons passer à la question suivante. Je vais vous l'énoncer en 2 fois. Alors, elle est la suivante. Ouais. Parlez-nous d'un moment où vous avez dû dispenser une formation technique, bien sûr, à des personnes non techniques. Quelle stratégie avez-vous utilisée pour vous assurer d'avoir atteint les principaux objectifs de la dite formation? Je reprends. Parlez-nous d'un moment où vous avez dû dispenser une formation technique à des personnes non techniques. Quelle est la stratégie que vous avez utilisée pour vous assurer d'avoir atteint les principaux objectifs de la dite formation? S'il vous plaît, 5 minutes. Sinon, je vais vous couper. Merci. À vous. Merci, chère Magloire. Merci beaucoup pour cette question. Je vais y aller directement par la récente, il n'y a pas 2 semaines, que j'ai conduit une formation des partenaires. Donc, il s'agit des partenaires de l'Institut national de la statistique, avec qui nous travaillons sur un projet qu'on appelle Pooling. C'est un projet qui collecte les données sur la consolidation et reconstruction de la paix en RDC et que le PNID finance avec les partenaires de mise en œuvre qui collectent les données, notamment l'INS, l'Institut national de la statistique. Il y a les PDDRCS, il y a les universités, notamment différentes universités dans chaque ville, mais aussi il y a la division du plan qui est partenaire pour la collecte de ces données sur la consolidation et reconstruction de la paix. Alors, récemment, nous avons lancé une phase pilote au site Kivu où j'ai été pour former des partenaires qui ont été envoyés par toutes ces institutions que je viens de citer. Et donc, pour moi, la stratégie de formation des personnes non techniciens se passe vraiment, je veux dire, avec une préparation lointaine. Tout d'abord, ce que je fais, c'est l'analyse des besoins de la formation. Donc, cela va me permettre, tout d'abord, de déterminer les compétences et connaissances nécessaires, n'est-ce pas, que je dois disposer pour atteindre l'objectif et arriver à organiser cette formation. Deuxièmement, comme je l'ai dit, c'est une préparation lointaine. Je dois faire une planification de la formation. Et cette planification va me permettre, bien entendu, de définir mes objectifs de formation. Je vais préparer mon terme de référence, je vais préparer les méthodes d'enseignement, les ressources nécessaires dont j'ai besoin, mais aussi faire un calendrier de mise en œuvre et au-delà de ça, faire la budgétisation pour cette formation. Ça va arriver le moment maintenant de faire ou de tenir la formation en question. Et donc, je vais me tenir pour dispenser la formation à ces personnes non techniciens. Et je vais utiliser plusieurs méthodes variées. C'est d'abord la participation active de tout le monde. C'est une méthode participative. En tout cas, je mets tout le monde devant un fait accompli. Ou d'abord, moi, je présente toutes les thématiques qui sont dans mon agenda pour la formation. Et là, je vais y aller par la méthode participative de tous les participants à la formation. Et une fois cette formation se déroule, qui peut durer 5 jours, 6 jours, 7 jours, tout dépend. Comme je l'ai énoncé, vous allez vous souvenir dans une des premières questions que vous avez posées, je pense que c'était vous, Magloire, je vais faire l'évaluation de la formation. Cette évaluation de la formation, elle va me permettre à faire quoi? Bien entendu, elle va me permettre d'évaluer, l'efficacité, l'efficience, la pertinence, mais aussi l'impact des personnes que j'ai formées. Est-ce que pour moi, cette formation a été, ou pour les participants, elle a été efficace, elle a été pertinente, elle a été efficiente? Et quel est l'impact? Et ça va dépendre des objectifs et ça va dépendre de la thématique de la formation. Alors,
au-delà de cette évaluation, normalement, quand je formais des personnes non techniciens, peut-être ils vont aller collecter les données, peut-être ils vont analyser des données ou construire des applications mobiles parce que parmi les formations que j'ai à dispenser, je forme même les partenaires de l'INS à pouvoir être capables de développer eux-mêmes des applications mobiles pour faire la collecte des données. Donc, après l'évaluation de la formation, je dois m'assurer de faire les suivis et ce que je vais appeler l'évaluation continue. Donc, ce suivi et cette évaluation continue, ça va me permettre de faire quoi? Bien entendu, ça va me permettre d'assurer un suivi continu de la performance des personnes non techniciens. Je vais toujours me résumer au niveau des collecteurs de données. Donc, ça va me permettre de faire un suivi continu de la performance des collecteurs de données. Comment est-ce qu'ils collectent les données? Est-ce que c'est correctement collecté? Est-ce qu'ils arrivent à enregistrer toutes les données? Est-ce qu'ils arrivent, bien entendu, à synchroniser toutes les données collectées? Est-ce qu'ils arrivent à bien gérer, par exemple, les matériels? Ça peut être des smartphones, ça peut être des tablettes et ainsi de suite. Alors, enfin, je dois assurer que je dois faire ce qu'on appelle le recyclage. On peut se dire qu'on collecte les données, n'est-ce pas, sur une période donnée, soit 3 mois, soit 6 mois. Je dois m'assurer que pour chaque collecte de données, même si je formais les personnes en technicien au début d'un projet, je dois assurer les recyclages avant chaque collecte de données. Désolé, il y a encore un avion qui passe. Je suis dans une zone d'atterrissage et il y a chaque fois des avions qui passent et qui dérangent. Mes excuses. Donc, ce que je disais, je dois intégrer dans ce plan, si je sais que les données sont collectées semestriellement ou annuellement, d'intégrer dans ce plan de formation ce qu'on appelle recyclage. Je dois chaque fois me rassurer que pour chaque collecte de données, j'ai fait un recyclage, même si à la base, les personnes non techniciennes ont été formées. Donc, c'est ça les quelques éléments que j'avais à donner sur la manière d'organiser des formations avec les personnes non techniciennes et la stratégie méthodologique que j'utilise pour les former. Merci, ma gloire à vous. Merci beaucoup, M. Mwende. Cette fois, vous avez respecté le temps et je vous en remercie encore. C'est à vous, chers collègues. Oui, Monsieur Moinger, merci pour votre participation. Nous avons 3 questions qui ne sont pas évaluées, que nous allons vous poser. Avez-vous une question à poser aux membres du jury? Pour le moment, je n'ai pas de questions. Merci à vous. Ok. Quelle serait votre disponibilité au cas où vous gagnez ce poste pour la FAO? Au cas où j'ai gagné ce poste à la FAO, en tout cas, ma disponibilité, elle est ouverte. Elle est ouverte, c'est-à-dire que je pense que les règles d'exit dans une organisation ou dans une agence des Nations Unies, c'est la même partout. Je suis dans une agence des Nations Unies aujourd'hui, le PNID. Généralement, avec les règles du PNID, je pense que c'est 15 à 30 jours de préavis qu'il faut donner à l'employeur pour faire l'exit, donc d'une agence à une autre, ou bien tout dépend. Donc, c'est une disponibilité de préavis qui peut aller de 15 à 30 jours. Merci. Et merci. Pouvons-nous contacter vos anciens et actuels employeurs? Oui, vous pouvez les contacter. Affirmatif. Ok. Merci. Nous avons fini l'interview avec vous. Vous pouvez vous déconnecter. Merci beaucoup, chers tous. Je suis vraiment content d'avoir participé à cet entretien et à très bientôt. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.